Docteur Tening Sène, mon parcours professionnel. Alors, je suis peut-être une fille de Ndiaganiao, comme vous le savez, Sandok, plus précisément Ndoro, où j'ai commencé l'école primaire à Ndiarao avant de faire le CM de Ndiaganiao. J'ai commencé peut-être par le cursus scolaire. Après le lycée de Demba Diop, j'ai eu le bac scientifique S2 et j'ai fait la médecine vétérinaire pour devenir docteur en médecine vétérinaire en 2008. Année à laquelle j'ai intégré l'Agence nationale de l'aquaculture comme chef de division, la première division d'ailleurs, et à laquelle je devais donner corps, un contenu. Et après quelques années, j'ai décidé, en tant que vétérinaire qui travaille dans le domaine de l'aquaculture, de me spécialiser en aquaculture. Ce faisant, j'ai soumissionné à une bourse de la coopération belge. J'ai été sélectionnée pour faire un master complémentaire en aquaculture à l'université de Namur et à la faculté universitaire Notre-Dame de Namur et à l'université de Liège en Belgique. Suite à cela, je suis revenue à l'ANA, toujours comme chef de division, 2012-2013. En 2014, j'ai été nommée chef du projet développement accéléré de l'aquaculture du plan Sénégal émergent par le président dans le cadre de la mise en œuvre du PSE. Rappeler que le projet développement accéléré de l'aquaculture fait partie des 27 projets phares du plan Sénégal émergent. Et chaque projet phare a un chef de projet nommé par le président. Et chaque chef de projet également a une mission de suivi, de planification, de coordination avec toutes les structures impliquées, secteur public comme privé, et également un rendu hebdomadaire, un compte rendu trimestriel et un rapport annuel qu'on remonte en tout cas au bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent qui remonte ce rapport au niveau du président. Ça lui permet de suivre directement de façon hebdomadaire l'évolution des projets phares du plan Sénégal émergent. En continuant toujours mon parcours professionnel, j'ai été conseiller technique du ministère des Pêches et de l'économie maritime en 2016. Également en 2017, j'ai été nommée coordonnatrice de la cellule genre et équité du ministère des Pêches et de l'économie maritime. En 2019, j'ai été nommée directrice de directrice du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture, CNFTPA, en 2019, en janvier précisément. Et en avril 2020, j'ai été nommée DG de l'Agence nationale de l'aquaculture, poste que j'occupe actuellement, en plus du chef de projet développement accéléré de l'aquaculture. Donc voilà, sur le plan professionnel, peut-être le cursus que je pouvais décrire de façon très brève. Alors, Ndiaganiao d'abord est une localité que je connais bien, pour l'avoir parcouru depuis des années. Et je connais aujourd'hui les secteurs économiques qu'il faut développer. C'est l'agriculture et l'élevage, en plus du commerce bien sûr pour les femmes. Également, il y a un fort besoin d'accompagnement des jeunes dans la formation professionnelle. Par contre, il y a ce qu'on appelle des fondamentaux, les infrastructures, les routes. Il faut désenclaver la localité. Ndiaganiao Sandiara est en train d'être fait. La route est en train sera refaite bientôt. Mais on a besoin de l'axe Ndiaganiao-Khombol pour en tout cas avoir plus de trafic dans la localité, ce qui entraînera sûrement des retombées économiques. L'axe Ndiaganiao-Fissel. Fissel est notre chef-lieu d'arrondissement. L'axe Ndiaganiao-Tasset également fait partie de nos projets et fort heureusement,
Elle sera encore prolongée jusqu'à Tentoubab vers Nguero. C'est un projet qui est déjà inclus dans le programme d'urgence qui sera mis en œuvre prochainement. Mais aussi l'axe Sandiara-Ndiarao-Sousoum qui va traverser la zone Sandok pour la désenclaver. Et sans oublier la route Ndiaganyao-Tchadjaï, où il y a un fort flux de commerçants, surtout lors des marchés hebdomadaires du mardi. Donc il faut d'abord qu'on désenclave la zone, que les gens puissent circuler librement. Également, deuxième priorité, c'est l'électrification des villages. Avec l'électricité, les jeunes du village qui sont dans la ville, menuisiers, mécaniciens, tailleurs, pourront revenir s'installer au village et conserver les richesses qui sont acheminées vers les villes pour faire en tout cas pour tout ce qui est service à ces métiers peuvent rester dans le village. Si on a de l'électricité, on peut faire des activités pour les femmes. La congélation, la vente de glace, entre autres types de produits. Donc il faut de l'électricité après les routes, l'électricité, mais également il faut assez d'eau. Et sur ce, je parlais de l'agriculture bientôt. Aujourd'hui, pour moi, dans Ndiaganyao, on doit développer des périmètres maraîchers familiales. Aujourd'hui, on a de la terre. Chaque famille devrait pouvoir avoir ne serait-ce qu'un hectare de terre à exploiter. Et ça, on compte accompagner les populations pour ça, sans oublier le fait qu'il y a des dizaines de forages dans la commune qui sont réalisés, qui sont en arrêt. Et aujourd'hui, je pense qu'on a même déjà des partenaires qui peuvent nous aider à faire revivre ces forages, à développer des périmètres maraîchers villageois autour de ces forages, mais également les villages qui ont des espaces sécurisés et qui veulent faire des activités communautaires, agricoles ou avicoles ou d'élevage également, on pourra les accompagner. Donc entre autres aujourd'hui, si on arrive à faire des routes, avoir de l'électricité, faire revivre les forages, développer le maraîchage, je pense que la zone vivra. Alors, c'est une bonne question. Je vais me donner un défi pour les 100 jours. Là, vous me posez une question intéressante. Pour avoir fait ce qu'on appelle une formation qui a été financée par la Banque africaine de développement sur ce qu'on appelle l'approche à résultats rapides. Et en 100 jours, on doit se fixer des objectifs et pouvoir les atteindre. On n'a pas encore fait les planifications. Peut-être que dans les prochains jours, on pourra y revenir. Mais en tout cas, on va se donner un défi pour les 100 premiers jours de notre mandat. Certainement, comme j'ai dit tantôt, ces élections locales n'ont pas été peut-être comme les autres. D'abord, on a connu une forte division à notre sein. La paire était divisée en 4 tendances. Moi, qui coordonne le Benno Bokk Yakaar, le maire qui a rejoint un autre camp, le maire sortant, le premier adjoint au maire sortant qui a fait sa liste, un des cadres également du parti qui a fait une liste, donc ça fait 4 tendances, plus un candidat du Parti socialiste. Je peux dire que le Benno était divisé en 5. En dehors de cela, on a fait face quand même à une opposition dont les leaders sont connus au niveau national. Je veux nommer Yewwi Askan Wi. Il y a aussi la coalition Wallu Askan Wi, je pense, du PDS. Entre autres, en tout cas, on avait 7 listes à Ndiaganyao. Et chaque candidat, quand même, voilà, a donné de son mieux pour pouvoir vaincre l'autre. Mais alhamdulillah, grâce à notre acharnement, travail de longue haleine, hein, parce qu'on est sur le terrain depuis des années, et on était sûr qu'on était en longueur qu'on avait une bonne longueur d'avance sur les autres. Et on a tenu bon et on a gagné ces élections largement, 57%. Et le deuxième suivant a eu 17%, malgré la division, malgré en tout cas les tentatives aussi de désinformation et d'intoxication. Alhamdulillah, on s'en est sorti parce que la population quand même
Et je peux dire d'abord, en premier, c'est une reconnaissance pour les efforts qu'on a fournis depuis des années, mais également ils sont conscients qu'aujourd'hui, je pense que le Benno Bokk Yakaar peut, avec l'équipe actuelle, quand même, faire beaucoup de choses pour la localité. Et je pense qu'ils l'ont compris, qu'ils l'ont accepté. D'ailleurs, on avait un programme de campagne. On avait un programme de campagne qu'on leur a soumis et qu'ils ont accepté aujourd'hui qu'on va dérouler. Donc vraiment, les obstacles, il y en avait, mais alhamdoulilah, on les a franchis. Pour moi, il n'y a rien d'étrange. Docteur Tening Sène, et c'est un citoyen comme les autres. En tant que femme, moi, je ne me considère pas comme femme entre les hommes. Je me considère comme un citoyen comme les hommes, quelqu'un qui a le droit de briguer le mandat comme tout le monde, et quelqu'un qui a quand même la volonté de bien faire comme tout le monde. C'est vrai que c'est un argument qui a été utilisé aussi par nos adversaires en disant que Ndiaga Niaw jigéen du fi jiite, mais bon, la population comprend que seul ou celui qui peut répondre à... On n'a pas besoin d'être homme ou femme pour pouvoir répondre aux aspirations de la population, pour pouvoir assister la population. Bon, pour moi, ce n'est pas spécial. Je me dis que c'est un mérite ou en partie, et c'est un destin aussi. Donc il y a Dieu dans tout ça qui a voulu que je sois mère, et je suis devenue mère, alhamdoulilah. Donc on peut comprendre que c'est le début d'une nouvelle génération de dirigeants dans la... Oui, il faut aussi qu'on ait quand même... moi, j'ai souvent dit, lors de mes tournées, qu'il faudrait qu'on change la façon de choisir les maires. Un maire, ce n'est pas parce que je connais tel ou tel. Un maire, c'est qui sait bouger les choses, qui sait assister la population, qui sait régler les problèmes. On ne sait pas tout faire, mais il faut de la volonté. Mais dans tout ça, il y a aussi le profil du maire. Il doit être bien étudié désormais. Parce que le développement, le développement demande un minimum de connaissances, de compétences, d'expérience et de relationnel. Et si on n'y veille pas, on peut choisir comme ça un maire et rester à l'état et après se plaindre. Donc le choix d'un maire doit être vraiment minutieux. Désormais, je pense que maintenant on doit mettre des gens, en tout cas, dont le profil est bien étudié.